qu'aujourd'hui nous parlons des droits de la femme et de sa vie professionnelle avec Madame Sandrine Adam. Bonjour. Très chère invitée du matin, comment allons-nous? Ça va. Ah, Ça va bien. On apprend toujours avec vous, on a toujours de très belles informations et aujourd'hui on voudrait se demander ce qu'on devrait attendre ou entendre par les droits des femmes et vie professionnelle. Alors, quand on parle de droits des femmes et vie professionnelle, on va évoquer l'ensemble des droits qui seront applicables à la femme ou qui sont applicables à la femme dans sa vie professionnelle. Et cette vie professionnelle, elle peut l'être en tant que fonctionnaire, en tant que salarié ou même en tant qu'entrepreneur. Tout est question de la voie qu'elle aura choisie. Alors, quels sont les droits auxquels la femme a droit, donc droit dans sa vie professionnelle? Alors, dans sa vie professionnelle, la femme a droit de manière fondamentale à l'accès à la profession de manière très libérale. Donc, elle peut choisir d'aller où bon lui semble, c'est-à-dire dans la fonction publique, au privé, ou même être à son compte en tant qu'entrepreneur. Mais elle a également droit à l'égalité salariale pour un travail égal rendu, bien sûr. Et elle a cette protection-là de son activité professionnelle en temps de grossesse. Elle a droit aux allocations familiales. Elle a droit à la garantie de la poursuite de son activité professionnelle, même quand elle est enceinte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui dire « parce que tu es enceinte, on ne va pas t'embaucher » ou « parce que tu es enceinte, retourne à la maison ». Non. Donc, ce traitement-là, lui, est acquis par la loi en Côte d'Ivoire. Et puis, elle a droit à la réversion de sa pension en cas de retraite. Pas parce que c'est une femme, ce n'est pas parce que c'est une femme qu'on va lui dire que finalement, tu as cotisé, tu as gardé de l'argent, mais comme tu es une femme, non, on ne va pas te reverser cette pension-là. En tant que travailleur, en tant que professionnel, elle a droit à ces différents éléments. Alors, je voudrais qu'on s'attarde sur un petit point. Peut-être qu'une autre émission, sinon d'autres émissions vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans le débat, mais on va survoler rapidement. Il s'agit justement de ces femmes qui ont la possibilité d'être à l'aise étant enceinte. Il y en a qui travaillent jusqu'au jour même de l'accouchement. Et il y en a d'autres comme moi, on connaît mon histoire, elles sont obligées toute l'année de rester alitées jusqu'à ce que l'enfant puisse arriver. Comment on protège ces femmes-là? Parce que la nature ne leur a pas fait de cadeau. Bien sûr. Alors, en droit ivoirien, au niveau de la loi, c'est déjà prévu. Donc, il y a une ordonnance qui a été rendue pas plus loin qu'en 2021, qui garantit justement la protection de la femme mariée, pardon, de la femme en état de grossesse pendant sa grossesse jusqu'à après l'accouchement. Donc, on ne peut pas lui interdire ou bien lui retirer son emploi parce que justement, elle a été enceinte. Et même ces périodes-là sont prises en compte pour tout ce qui est repos maladie, pour tout ce qui est repos occasionné par la grossesse, elle est protégée par la loi. L'employeur qui veut la licencier doit trouver un autre argument que son état de grossesse. Sinon, il aura abus de sa part. Et malheureusement, toutes les femmes ne sont pas prises en compte parce que là, on parle de la femme entrepreneur ou embauchée dans une entreprise. Mais et pour ces femmes-là, je crois qu'on avait sur le plateau Monsieur Zabidjo qui se plaignait du cas des femmes qu'on emploie à la maison, le personnel de maison. Oui. Il n'y a pas vraiment de droit pour elles? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de droit, peut-être parce qu'on n'a pas légiféré de manière spécifique sur le personnel de maison. Est-ce qu'elles-mêmes, elles le veulent, en fait? Il y a ça. Vous pouvez les déclarer à la CNPS, ça ne les arrange pas, ils n'ont pas de papier. Il y a tout ça, en fait. Donc, ce sont des situations pour lesquelles les femmes doivent lutter parce qu'elles font partie du grand groupe des femmes. Mais en tant que personnel de maison, elles sont tenues comment on appelle, à ces mêmes devoirs-là. Elles sont tenues à avoir ce même traitement qu'on accorde en fait à toutes les autres femmes professionnelles, parce que ce sont des professionnels. Maintenant, est-ce qu'elles revendiquent ce droit-là auprès de leur... Presque elles-mêmes, elles sont professionnelles, elles vous lâchent quand elles veulent, bien sûr. Coucou, les mamans baoulées, là, parce que là, elles vont tuer leurs oncles, leurs pères, leurs mamans, tout, parce qu'elles partent en paquinou. Oh là là. Donc, il revient du coup aux deux parties, c'est-à-dire aussi bien à l'employeur qu'à ces femmes-là qui travaillent comme professionnelles de maison,
d'exercer justement leurs droits dans les deux sens. Moi, j'attends un travail bien fait. J'attends que la personne exécute son activité professionnelle. Et de l'autre côté, elle attend de recevoir la contrepartie qui est le salaire. Donc, dès lors que ces éléments-là sont établis, celui qui ne respecte pas, il aura une conséquence, ça sera la sanction. Donc, l'un n'aura pas sa contrepartie et l'autre pourra poursuivre la personne comme elle l'entend. Mais il faut vraiment que les femmes puissent tenir compte de cette situation et comprendre que c'est une activité professionnelle et pouvoir l'encadrer pour que ça puisse profiter à toutes. Voilà. Alors, on revient dans la vie professionnelle type en fait, et parlons de la femme entrepreneur et demandons-nous comment elle peut être protégée juridiquement. Alors, la femme entrepreneur, ce n'est pas la femme qui exerce forcément dans le secteur informel. Ça, il faut vraiment qu'on le comprenne. C'est-à-dire que quand on entend entrepreneur, on a tendance à penser à la dame qui vend au bord de la route. Ça peut être elle, mais ce n'est pas qu'elle. Donc, la femme entrepreneur, c'est quelqu'un qui va entreprendre, mettre en œuvre une activité, qui peut avoir un statut dans une société, c'est-à-dire créer une société, que ce soit une société, une entreprise, comment on va le dire, une entreprise individuelle ou alors une entreprise, une société commerciale. Donc, la seule différence entre elle et la femme fonctionnaire ou salariée, c'est qu'elle est à son compte. Elle est indépendante. Alors, la protection va commencer déjà par déclarer son activité, par l'encadrer juridiquement, pour qu'on puisse bénéficier justement des effets qui sont attachés à la déclaration de cette activité. C'est cela. Et puis ensuite, on peut par exemple, avec le régime des travailleurs indépendants de la CNPS, se faire enregistrer pour pouvoir justement bénéficier des conséquences qu'on pourra en tirer par exemple en cas de congé de maternité. Parce que si on est à son compte, personne ne viendra nous dire qu'on est en congé de maternité. Or, si on cotise, si on est enregistré sous ce régime, qu'on cotise, pendant cette période où on est en griffe invalide, on peut bénéficier du retour de nos cotisations. Donc, il faut surtout d'abord encadrer juridiquement notre activité par la création. L'entreprise collective, c'est donné actuellement, c'est donné. C'est l'une des procédures les plus faciles. Mais c'est vrai qu'en tenant compte de la forme de notre activité, on peut penser à une SARL, on peut penser à une SA, une SAS, pourquoi pas. Mais il faut surtout encadrer juridiquement son activité entrepreneuriale pour être protégé. Puis à partir de là, on bénéficie des effets. Donc pour être protégé, tout dépend aussi de la femme entrepreneur. Bien sûr, c'est surtout elle. Voilà. Parce que personne ne viendra l'obliger. Elle qui pose les premiers pas. C'est surtout ça. Très bien. Alors, on va prendre des exemples. Hein. Vous le savez, sur ce plateau, on aime donner des exemples pour traiter des sujets au cas par cas. Bien sûr. Alors, prenons le cas de Clara. D'accord. Clara veut choisir sa voie en tant que salariée ou fonctionnaire. Mais avant, elle souhaite savoir si ses proches bénéficieront d'une pension en cas de décès. Alors, Clara, ce qu'on peut lui dire, c'est que qu'il s'agisse du côté salarié ou du côté fonctionnaire, les proches auront droit à une pension de réversion. D'une part, il y a la CGRAE pour les fonctionnaires et d'autre part, il y a la CNPS pour les salariés. Et dans les deux cas, il faudra remplir certaines conditions. C'est vrai que la liste des éléments à fournir, ça c'est un autre débat. Mais pour la question du droit acquis au niveau de la pension de réversion, les proches, c'est-à-dire le conjoint survivant, les enfants, à l'égard de qui la filiation est légalement établie, bénéficient justement de la pension de réversion qui était due aux salariés ou aux fonctionnaires avant son décès en fait. Très bien. Alors, parlons à présent de Maria qui travaille depuis 5 ans dans la même entreprise. N'ayant pas de contrat de travail écrit, elle a peur de demander un congé de maternité car elle craint d'être renvoyée. Que dit la loi à ce sujet? Alors, elle a peur comme beaucoup de femmes parce que justement, on n'a pas les bonnes informations. Alors, le contrat de travail n'est pas nécessairement écrit. C'est ce qu'on doit lui rappeler. Le contrat de travail écrit, c'est le contrat de travail à durée déterminée. Quand il n'est pas écrit, il bascule automatiquement en contrat à durée indéterminée. Donc, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de contrat de travail écrit qu'elle dira qu'elle n'est pas embauchée ou qu'elle n'est pas employée ou qu'il n'y a pas de contrat de travail. Il y a un contrat de travail, il n'est juste pas écrit. Il faut simplement qu'elle prouve qu'il y a une activité qu'elle fournit, qu'il y a un lien de subordination entre elle et son employeur et qu'elle a une contrepartie
elle a forcément une fiche de paie. Elle a un élément qui prouve. En Côte d'Ivoire, ici? Même si c'est du main à main, elle le prend quelque part. Oui. Il y a un reçu qu'elle reçoit. Donc, si elle est dans l'entreprise depuis 5 ans... Ou bien qu'elle marche quelque part. Voilà. Depuis 5 ans, elle est dans l'entreprise, il y a forcément des reçus qu'elle a fini par accumuler ou par garder, bien sûr, parce qu'il faut garder les preuves. Et à partir de là, elle peut se prévaloir de ce statut d'employé pour avoir droit au congé de maternité. Elle n'a même pas à le réclamer à son employeur. C'est un droit qui est acquis, qui a été consolidé par l'ordonnance de 2021. Et si l'employeur s'y oppose, elle va à l'inspection du travail, justement. Parce que s'il la renvoie, il s'agira d'un licenciement abusif. Voilà. Donc, elle est protégée. Il faut simplement qu'on lui rappelle que la loi lui donne cette protection-là. Un autre cas pour vous. D'accord. Mathilde travaille dans l'entreprise de son époux. Mais celui-ci estime qu'elle n'est pas son employé et qu'il ne peut y avoir de contrat de travail entre un mari et sa femme. Elle veut savoir ce que dit la loi. Alors, le contrat de travail ne tient pas vraiment compte de la qualité des personnes. Ah! Mathilde travaille. Ah! Les 3 éléments qui sont nécessaires, justement, pour dire qu'un contrat de travail, c'est le salaire, la contrepartie et le lien de subordination. Du coup, si elle va dans l'entreprise de son mari simplement comme une aide, c'est-à-dire elle y va quand elle veut, à ses heures perdues, on va dire, c'est une simple aide qu'elle apporte et qu'on ne peut pas établir qu'il y a un salaire, qu'il y a un travail qu'elle fournit et qu'il y a vraiment un lien de subordination, on ne pourra pas dire qu'il y a un contrat de travail. Mais si, comme elle le prétend, elle travaille effectivement, que chaque mois on lui reverse un salaire, qu'elle exécute les ordres de son mari en tant que supérieure au niveau de l'entreprise, évidemment qu'il y a un contrat de travail. Et si jamais ne lui donne pas un salaire pour dire que c'est son épouse? Mais dans ce cas, elle vient tous les jours, elle fait ce qu'elle a à faire. Parce que justement, il ne lui donne pas de salaire. Si elle prouve que les 2 autres éléments existent et qu'elle a droit à un salaire, elle va à l'inspection du travail. Parce que le salaire, c'est un droit acquis. Ils vont mettre ses bagages dehors. Il y a cette partie, c'est justement à cause de la qualité de ces 2 personnes-là qu'on peut parfois penser que c'est une simple aide. Mais non, il faut arriver à dépasser ça. Quand les différents éléments, les 3 éléments sont réunis, on bascule automatiquement dans le contrat de travail. Le mariage, c'est pour la maison. Au niveau professionnel, on est employé et patron. Employeur, si c'est mieux dit. C'est mieux comme ça. Très bien. Alors, on arrive à Isabelle qui est en proie chaque jour à la peur quand elle va au travail. Bien sûr. Elle est victime de harcèlement de la part de son patron et de ses collègues. Elle souhaite porter plainte. Est-ce que cela est possible? Bien sûr. Alors, il y a une certaine protection que la loi a voulu instituer dans le cadre du travail. Et dès que vous ouvrez le code du travail, si dans les premiers articles, au niveau à partir des articles 5, vous avez la question du harcèlement qui est prévue. Donc, au niveau du harcèlement sexuel, sera toute méthode abusive mise en œuvre sur une personne, donc sur un employé pour obtenir quelque chose en retour, justement des faveurs sexuelles dans ce cas-là, ou alors un harcèlement moral qui aura pour but, en fait, de mettre la personne dans un état vraiment psychologique de nature à créer des sortes de violences psychologiques. Dans ce cas-là, on peut valablement porter plainte. Et même le harcèlement sexuel est réprimé par la loi pénale en plus. Donc, c'est passible de sanctions pénales. Au niveau du harcèlement moral, c'est vrai qu'il n'y a pas de texte spécifique prévu, mais ça peut s'analyser en ce qu'on va appeler des voies de fait. Donc, des comportements violents qui, sans être physiques, vont vous emmener à vous sentir vraiment mal, à avoir peur. Mais il n'y a pas de violence physique. Donc, dans les 2 cas, que ce soit au niveau du harcèlement sexuel, au niveau du harcèlement moral, elle peut avoir gain de cause. Et la preuve se fait par tout moyen. C'est vrai. Harcèlement moral, comment on s'arrange pour prouver qu'on est harcelé sur le plan moral? L'avantage ici, c'est qu'on dit par tout moyen. Alors, si on a des méthodes, des comportements qu'on peut arriver à décrire répétitivement, je suis d'accord que c'est compliqué. Mais c'est compliqué parce que... disons les choses clairement. Voilà, clairement. Vous arrivez dans le bureau de votre patron, vous n'êtes que 2 qui s'amusent à vous caresser la joue, à vous toucher les fesses, ou vous toucher la poitrine, mais vous n'êtes que 2. C'est vrai que ça sera votre parole contre la sienne. Mais voilà. Ça, c'est sûr. Mais au moins, il faut déjà dénoncer pour ne pas qu'il ait le courage de recommencer. Il faut déjà dénoncer, les enquêtes se feront. Et s'il a pu commencer sur une personne, c'est sûr qu'il a peut-être fait sur quelqu'un d'autre.
Donc, à partir de là... Peut-être aussi que la dame, elle est trop belle et il n'en a pas encore vu comme elle et c'est sur elle qui s'est lâché. Oui, mais ça ne doit pas rester un élément de peur, justement. La peur ne doit pas, justement, empêcher les personnes de pouvoir dénoncer. Les femmes, à celles à qui ça arrive, de pouvoir dénoncer. Vous savez que les gens sont vicieux. Bien sûr, ça arrive. On va trouver un autre argument pour renvoyer la dame. Ils vont faire un plan, ils vont faire un complot. Donc, quand tu n'as pas eu un autre métier, enfin un autre boulot quelque part, tu te dis, ben, je fais attention jusqu'à ce que je trouve mieux. Et c'est difficile aujourd'hui, trouver mieux où et quand. Ça fait partie des situations qu'on dénonce malheureusement, qui sont légion. Mais comme la loi a déjà prévu un cadre, le fait est qu'il faut déjà commencer pour que justement, à force de dénoncer, à force justement d'en parler... Être martyr et après mourir de faim, mon Dieu. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Perdre mon emploi, je préfère supporter. Mais justement, on devrait changer le compte de la peur, en fait, en dénonçant, malheureusement. Alors, droit de la femme et vie professionnelle. On va conclure aussi quand même par nos devoirs. Bien sûr. C'est important. Bien sûr. On parle de harcèlement. Désolée, moi, quand on parle de ce genre de sujet, ça me touche particulièrement. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui, malheureusement, en ont été victimes. Et dans les deux cas, souvent, on se déchire le cœur. On se dit, mais c'est pas possible. Une femme qui a le pouvoir et qui s'amuse à harceler même ses stagiaires. Mais il n'est que stagiaire, le pauvre. Il faut voir les stagiaires de maintenant. Voici sa taille ici. Baraclé comme pas possible. La femme abuse maintenant de son pouvoir. Ça, en fait. Ce pauvre stagiaire, justement, comment il se défend? Merci de relever parce que cette règle-là n'existe pas que pour la femme qui est en état d'employé. La femme, en tant qu'employeur, doit pouvoir être un employeur comme une sorte de bon père de famille, on va le dire comme ça, par son comportement. Son comportement doit être irréprochable, on griffe, mais ne pas sortir du cadre du travail. Quand on arrive dans le cadre du travail, très souvent, les femmes, on a tendance à traiter tout le monde, pour certaines femmes, je dirais, comme si, voilà, on était chez nous à la maison, comme si on était en train de donner des ordres, comme si les gens étaient à notre service. C'est vrai, ils travaillent pour nous, mais en contrepartie, on leur doit le respect. Ce n'est pas parce que la personne, justement, se trouve sous nos ordres au niveau professionnel que la personne est vraiment à notre service tous les jours comme un larbin, excusez-moi du terme. Non, il faut le dire. Voilà. Donc Parce que là, vous êtes en train de m'arracher les mots de la bouche, mais c'est pas possible. Exactement. Il y a certaines femmes, vous les regardez, puis vous dites, oh mon Dieu, mais tu n'aurais jamais dû être à ton poste. On a l'impression qu'il y en a même qui sont, j'ai envie de dire, je ne sais pas si elles sont lunatiques ou si elles ont un souci, mais elles déversent les soucis, elles déversent tout dans le travail. Dans le travail. Et du coup, elles vous crient dessus, elles vous humilient. Bien sûr. Mais attends, à un moment donné, tu dis, hé, affaire de droit des femmes, là, ma soeur, pour toi, là seulement, là, à cause de toi seulement, on ne devait pas avoir de droit. On va apprendre justement les devoirs, parce que, comme j'aime à le dire, le droit implique des responsabilités. Et une femme, en tant qu'employeur, doit pouvoir comprendre cette responsabilité-là, ce bon traitement qu'elle doit pouvoir accorder à tous ses employés, quels qu'ils soient. Autant on défend la femme dans la position de l'employé, autant on doit pouvoir défendre les autres employés lorsque c'est une femme qui est employeur. Donc, le droit ne fait pas de distinction. La femme a énormément de privilèges en droit du travail. C'est vrai qu'en pratique, il y a des... Est-ce que c'est pas parce qu'elles ont été longtemps oppressées? Parce que là, elles veulent montrer qu'elles ont la toute puissance, là, maintenant. Elles sont à la place d'un homme. Est-ce qu'il n'y a pas un travail psychologique qui devrait se faire avant d'accorder une responsabilité aussi importante à une femme? Après, est-ce que c'est nous qui leur accordons cette responsabilité-là? C'est elles-mêmes qui prennent cette responsabilité, mais surtout, il faut qu'elles arrivent à se dire qu'en tant qu'employeur, ce que je n'aurais pas voulu qu'on me fasse en tant qu'employé, je ne dois pas le faire à mes employés. Je pense que si les femmes arrivent à avoir cet état d'esprit, autant juridiquement que socialement, on aura des entreprises prospères. Top.
Là, il y a des femmes qui vont me lapider aujourd'hui, mais on est obligé hein, de dire ce qu'on fait de bien et il y en a d'autres malheureusement qui ne nous font pas honneur. Bien sûr. Pendant qu'on parle d'harcèlement, il y en a qui s'amusent à séduire même les patrons pour avoir des postes de responsabilité. Elles ne méritent même pas la place, mais parce qu'elles ont osé sur le plan de la séduction à faire certaines choses, qu'on les nomme. À un moment donné, vous salissez tout le travail de ces femmes honnêtes-là. Et bon, si c'est de vous que je parle, je suis désolée, madame, vous me regardez. Il faut bien qu'on le dénonce. Mais il faut changer. Il faut bien qu'on le dénonce pour que justement les femmes changent. Mais ça ne nous empêche pas aussi de saluer toutes ces femmes merveilleuses qui brillent. Il y a des femmes, quand elles arrivent à des postes d'hommes, on dit, mon Dieu, il fallait que tu arrives plus tôt. On veut saluer ces femmes de courage, ces femmes exemplaires. On veut vous dire merci pour l'exemple. En même temps, on dénonce celles qui sont à côté, qui font que, bon... Qu'elles fassent comme elles, justement. Mais voilà, mais voilà. Bon, moi, je vais vous laisser faire la conclusion. C'est un sujet qui me touchait ce matin. Je vous laisse regarder, voilà, la caméra en face de vous. C'est la 4 concernant droits de la femme et vie professionnelle. C'est sur vos mots où nous allons conclure l'émission. Alors, droits de la femme et vie professionnelle, on en a parlé, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que des droits sont garantis, les droits sont prévus. Il revient aux femmes d'accepter de les mettre en œuvre. Parfois, il faut être le levier, la caméra. Voilà, il faut être le levier justement de son propre épanouissement.